What's Next, le podcast de l'énergie management by Adviseo. Bonjour et bienvenue dans What's Next, le podcast dédié aux acteurs qui font bouger les lignes de l'efficacité énergétique. Je suis Sarah Judic, chef de projet communication chez Adviseo et j'ai le plaisir d'animer ce premier épisode. Depuis quelques années, plusieurs réglementations sont entrées en vigueur pour favoriser la transition énergétique du secteur tertiaire. Ces réglementations ont eu un impact considérable au sein des entreprises et des collectivités et dans ce premier épisode, nous vous proposons de faire le point et de décrypter ces dernières actualités. Comment fixer un cap au milieu des multiples réglementations existantes? Nous allons parler dispositifs éco-énergie tertiaire, décret BAX, mais aussi taxonomie. Et pour ce faire, j'ai la chance de recevoir Paul Kalberg-Hélène, délégué de l'APMEV, et Xavier Goudon, directeur marketing d'Adviseo. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour Sarah. Pour commencer, je vais vous demander à chacun de vous présenter et de présenter les structures dans lesquelles vous travaillez, donc en commençant par Paul. Donc bonjour, moi je suis Paul Kalberg-Hélène, je suis délégué de l'APMEV, l'Association pour la performance énergétique mesurée et vérifiée dans le bâtiment et l'industrie. C'est une jeune structure qu'on a créée il y a un peu plus de 6 mois maintenant, qui s'adresse à tous les acteurs qui s'intéressent à ces questions de performance énergétique mesurée. Elle regroupe aujourd'hui 35 organismes de tout type, maîtres d'ouvrage, entreprises, exploitants, bureaux d'études. L'idée, c'est d'arriver à construire ensemble des standards pour homogénéiser les pratiques. C'est aussi d'aider les acteurs en rédigeant des guides, en proposant des outils pour clarifier ce sujet de la mesure de la performance, qui est finalement un sujet assez récent et très en vogue, on va en reparler. Voilà, et puis à titre personnel, en fait, moi, ça fait 15 ans que je travaille sur le sujet. J'ai commencé ma carrière en travaillant sur les contrats de performance énergétique. Et le lien entre contrat de performance énergétique et mesure de la performance, il est tout naturel. Je peux dire aussi que je suis formateur IPMVP depuis 2016. Donc l'IPMVP, c'est le protocole de référence aujourd'hui au niveau international sur ces sujets-là. Ok, super, merci Paul. Et Xavier ? Bonjour Sarah, donc Xavier Goudon, je suis directeur marketing d'Adviseo. Et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Adviseo, en 2 mots, on est expert en performance énergétique des bâtiments pour les entreprises et les collectivités. On a d'ailleurs des energy managers qui sont formés IPMVP pour rebondir sur ce que Paul présentait. Et on accompagne notamment nos clients sur l'atteinte des objectifs réglementaires qu'on va évoquer dans ce podcast. Ravi d'être ici aujourd'hui. Pour introduire du coup Xavier, est-ce que tu pourrais nous faire un rappel des dernières réglementations qui sont sorties ces dernières années ? Avec plaisir. Alors, on va évoquer, comme tu le disais, Sarah, le dispositif éco-énergie tertiaire, pour commencer, qui a été un sujet de préoccupation majeur pour les assujettis, les entreprises et collectivités ces derniers mois. L'étape maintenant qui concerne les assujettis, c'est surtout comment je vais atteindre mes objectifs de réduction de consommation. Pour la plupart, les déclarations ont été opérées sur la plateforme Opérate. Dans les dernières actualités qu'on peut citer sur le décret tertiaire, il y a un arrêté, l'arrêté valeur absolue 4 qui vient de paraître et qui liste notamment de nouvelles sous-catégories d'activités et qui donne les valeurs absolues pour des catégories qui étaient assez attendues, notamment les centres hospitaliers, les centres pénitentiaires ou encore tout ce qui concerne la logistique en température ambiante. L'autre apport assez important de ce dernier arrêté, c'est une précision sur le choix de l'année de référence, puisqu'il a été officialisé que ce choix est possible jusqu'à 2027. Voilà, c'était quelque chose qui était encore discuté, mais pas formalisé. Donc on sait maintenant que les assujettis pourront choisir leur année de référence jusqu'au 30 septembre 2027. Et s'ils n'ont pas fait de choix, c'est par défaut la dernière année de consommation, la première année de consommation qui aura été déclarée sur Opérate qui fera référence. Il y a d'autres ajustements formels dans lesquels on ne va pas rentrer sur le décret tertiaire. Pour ce qui concerne le décret BAX, où on voit en ce moment une très forte demande d'information des clients, puisqu'il y a une conjoncture qui est favorable sur les financements, avec les financements C2E qui ont cours jusqu'au 31 décembre 2024, et une bonification de ces C2E sur la fiche BAT-TH 116 pour l'installation de systèmes de pilotage de classe A ou B, qui a été prolongée, donc cette bonification jusqu'à juin 2024. Donc c'est une des informations récentes qu'il convient de rappeler.
Et enfin, on peut évoquer, on y reviendra je pense plus loin dans le podcast, des directives qui nous viennent plutôt de l'Europe, qui font partie du sujet assez large de la taxonomie. Et notamment, on a la CSRD qui prend le pas de la déclaration de performance extra-financière à laquelle certaines entreprises d'une taille de plus de 500 salariés étaient assujetties, qui prend le pas maintenant sur cette réglementation et qui va avoir des impacts. On pourrait y revenir, mais notamment sur le fait de montrer qu'on a des investissements autour de critères jugés éligibles par cette réglementation. Paul, toi, quel regard tu as sur ces réglementations et comment les collectivités que tu côtoies les perçoivent ? Alors, moi, ce que je peux en dire d'un point de vue un peu macro, si on regarde en fait, sans rentrer dans le détail, qui est assez complexe d'ailleurs, on voit que pour les différents textes là, que Xavier a cités, à chaque fois, d'abord, la donnée est un élément très important. Et du coup, ça va nous amener à parler de maîtrise de cette donnée. À chaque fois, on s'appuie sur des données qu'on va collecter, qu'on va mesurer pour bien connaître son patrimoine et savoir où on en est, de la performance énergétique en particulier, mais aussi sur d'autres tableaux pour ce qui concerne la CSRD. Et puis, autre point, si on regarde spécifiquement la performance énergétique, on est en train de passer sur la performance énergétique mesurée qui amène d'autres concepts, d'autres techniques. On s'appuie sur le compteur, donc ça, on peut se dire, a priori, c'est très simple. Sauf qu'en fait, la donnée du compteur, elle n'est pas si facile que ça à analyser. En tout cas, ou plutôt, il faut l'analyser si on veut pouvoir dire quelque chose d'intéressant. Et cette analyse, là, elle demande une expertise, elle demande un savoir, et c'est un savoir-faire. Et c'est justement sur ce genre de choses que l'association APMEV essaye de fédérer les acteurs et d'accompagner le marché. Et du coup, les collectivités et les entreprises, est-ce qu'elles arrivent à suivre justement toutes ces réglementations qui arrivent Qu'est-ce qu'elles en pensent? Comment elles agissent Oui, effectivement. Alors, pour revenir sur ce point-là, ce qu'on voit, c'est souvent une certaine perplexité et puis le fait des acteurs qui sont un peu perdus dans ces réglementation qui demande justement une expertise un peu nouvelle, même si on est sur une tendance, finalement, quand on regarde les choses depuis 2000-2005, le fait d'engager des travaux de rénovation, c'est quelque chose dont on parle depuis ces années-là assez couramment, mais le fait de passer là sur la performance mesurée, encore une fois, ce sont des compétences particulières. Et comme maintenant on a cet objectif de résultat, autant auparavant, il y avait il faut faire un audit, il faut ce qui n'était pas très exigeant. En tout cas, c'était relativement facile à mettre en œuvre. Là, il faut atteindre un résultat, et donc il y a une certaine pression qui arrive sur les épaules des assujettis. Et la plupart sont un peu perdus. Il faut clairement c'est comme ça que je le ressens. Et maintenant, si on se met dans la peau justement d'un assujetti qui dispose d'un patrimoine important, qui a connaissance de ces réglementations et qui veut y répondre dans les temps, comment s'y prendre et par où commencer? Pour nous, c'est beaucoup une question d'amélioration continue et c'est un peu lié aussi aux personnes, mais en tout cas de mettre en place un schéma qui est un peu différent de ce qu'on voit encore beaucoup sur le marché. C'est je fais des audits et ensuite j'engage des travaux ou non en fonction de ce que me disent les audits. Donc c'est une démarche qui est assez conjoncturée, parfois silotée. Et nous, notre conseil, ce serait pour se projeter sur des résultats à l'échelle d'un patrimoine, surtout des résultats ambitieux, c'est plutôt de mettre en place une amélioration continue. Et là, le sujet qu'évoquait Paul de la fiabilité des données et de la donnée devient fondamental pour avoir des actions qui soient au fil de l'eau, avec des actions qui sont parfois des actions d'exploitation, d'usage, et ensuite des actions plus engageantes en investissement autour notamment de l'installation de systèmes BACS, par exemple, ou de travaux. Mais sans cette amélioration continue, on prend le risque d'investir lourdement dans des travaux ou dans des actions qui peut-être n'ont pas la meilleure efficacité pour ce qui concerne les réductions de consommation. Je ne sais pas ce qu'est ton avis, Paul, sur ces sujets. Oui, je crois que c'est très important, effectivement, de ne pas se précipiter, de prendre de la hauteur. Et pour ça, effectivement, d'abord, je dis d'abord et en même temps, ça fait quelques années qu'on en parle encore une fois, mais il faut commencer par d'abord maîtriser son patrimoine en termes de données de consommation d'énergie. Et puis d'ailleurs, il y a aussi d'autres sujets sur les surfaces, etc. On peut évoquer les schémas directeurs immobiliers, par exemple, qui sont
une des démarches qui permet de mieux connaître son patrimoine. Donc ça dépend des situations. Certains acteurs privés ou publics connaissent très bien le patrimoine, d'autres beaucoup moins bien. Il y a tous ces sujets-là à aller explorer. Donc bien prendre le temps de bien analyser son patrimoine. Et puis ensuite, effectivement, mettre en place une démarche dans un esprit d'amélioration continue. Donc on peut s'appuyer... Certains acteurs peuvent s'appuyer sur la démarche ISO 50001, norme de management de l'énergie. On peut le faire dans ce cadre-là, on peut le faire indépendamment de ce cadre-là, mais ce cadre-là aide à donner une ligne directrice. Mais encore une fois, commencer par la donnée, c'est un point important, fiabiliser sa donnée. Ensuite, on déploie des améliorations et on regarde où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a atteint les résultats ou pas. Et pour ça, il faut savoir... Il faut disposer de la donnée et il faut savoir l'analyser. Et là encore, ce sont des choses aujourd'hui pas évidentes. Ce sont des compétences, des savoir-faire qui ne sont pas maîtrisées par l'ensemble des acteurs. Et encore une fois, l'association a vocation à accompagner de manière très ouverte les acteurs sur ces sujets. Et peut-être compléter, puisqu'on évoque les sujets réglementaires, par le fait qu'un des risques qu'on perçoit, ce serait de coller trop au texte réglementaire par rapport à la stratégie de mise en œuvre. Et là, il faut qu'on rappelle qu'il y a beaucoup de mouvements dans la réglementation. On voit bien que les réglementations vont toutes dans le même sens, de demander des réductions de consommation plutôt ambitieuses. En revanche, la formalisation et la méthode de calcul et les référentiels changent en fonction de ces réglementations. Et donc, il faut pour les assujettis être très agiles autour de tout ça. Et avant tout, et nous, c'est ce qu'on conseille depuis le départ et depuis aussi l'apparition du décret tertiaire, c'est avant tout d'être très pragmatique et de regarder, en fait, ce que je mets en place, est-ce que c'est efficace pour mon activité ? Est-ce que ça réduit les consommations d'énergie en limitant mes investissements ? Une fois qu'on a recueilli nos données, qu'on a un référentiel solide, quelles sont les prochaines étapes ? Où on doit aller ? Comment atteindre les objectifs plutôt sur du long terme ? Donc, Paul, tu commençais à en parler justement en parlant des travaux, etc. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire globalement là-dessus ? Ce qu'on constate souvent, c'est que le levier travaux, il est évidemment identifié. Avec le décret BACS, le levier d'installation de GTB ou d'optimisation de GTB est maintenant bien identifié. En revanche, le levier d'une meilleure exploitation du bâtiment au travers de meilleures consignes de température, au travers de ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire les petites actions du quotidien sur les équipements, pas que de sensibilisation, qui vont permettre des petits pourcentages d'économie d'énergie, mais qui, mis bout à bout, peuvent permettre d'atteindre parfois 10-15%. Nous, c'est ce qu'on constate sur nos patrimoines massifs à l'échelle d'un parc. Ces 10-15% que je vais chercher au travers d'une meilleure exploitation du bâtiment, c'est autant de pourcentage que je n'ai pas besoin d'investir en travaux pour aller... et on sait qu'au mètre carré, plus je vais vers les travaux, plus j'ai un coût au mètre carré qui est important dans la rénovation énergétique. Donc voilà, peut-être dans la mise en œuvre des actions, de la même façon que cette amélioration continue est à recommander, ne pas négliger cette détection des dérives et le fait de vraiment bien exploiter le bâtiment qui vit. On peut se dire que sur une année, on est plutôt bien exploité et qu'on est dans les clous. Et l'année d'après, voir que le bâtiment il a changé d'usage, c'est très régulier, d'autant plus avec les nouveaux usages qu'on constate dans les bâtiments, avec le flex office, avec tout ce qui se passe dans les bureaux en ce moment. Il faut être très agile, très vigilant et donc adapter aussi et suivre l'exploitation du bâtiment sur la durée pour pouvoir atteindre ses objectifs. Oui, et ça, c'est un point qui rejoint la notion de mesure de la performance parce que, effectivement, ces actions, comme tu le disais, Xavier, elles peuvent dériver. Pour voir ces dérives, il faut avoir des données. Sinon, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passait, c'est ce qui se passe toujours, effectivement, pour ceux qui n'ont pas pris le taureau par les cornes. C'est que régulièrement, on se retrouve avec des bâtiments qui ne sont plus du tout adaptés, des CTA qui tournent 24 heures sur 24, alors que l'occupation des locaux est intermittente, des consignes de température qui ne sont pas adaptées en termes de valeur ou en termes de rythme. Donc tout ça, c'est à suivre. Et pour ça, encore une fois, il faut avoir de la donnée. Exactement. Est-ce que tu mets en évidence sur le suivi continu a été mis particulièrement en lumière pendant le Covid, par exemple. Nous, ce qu'on a constaté dans les clients qu'on accompagnait pendant le Covid,
c'est que la baisse des consommations énergétiques n'a pas été du tout, très loin de là, proportionnelle à la baisse d'occupation des bâtiments. Et ça a mis en exergue ce qu'on voyait déjà, mais qui a été vraiment là matérialisé par des chiffres, le fait que les bâtiments sont aujourd'hui souvent mal soit conçus, soit exploités pour tenir compte de ces problématiques d'occupation notamment et de ces changements d'usage. C'est-à-dire que on ne peut pas couper très souvent un espace donné aussi simplement que ça. Donc là, ça rejoint aussi le sujet du pilotage et de la manière dont les GTB sont construites quand il y en a. L'autre élément qu'on peut mettre en évidence, c'est on a parlé du plan de sobriété et une mesure symbolique qui a été souvent répétée pendant l'application de ce plan de sobriété, c'était les 19 degrés. Et à dessein et de manière, je pense, justifiée, puisqu'en fait, les degrés de température qu'on chauffe en moins en période d'hiver, tu pourras le confirmer, Paul, mais je crois 7% d'économie à peu près par degré de température environ. Donc c'est logique que le gouvernement soit beaucoup focalisé là-dessus. En revanche, derrière, quand on regarde côté entreprise et collectivité, qui est capable de dire dans tel et tel espace, j'ai 19 degrés, là, c'est un autre sujet. Et en fait, ce qu'on constate, ça rejoint un peu le sujet de la mesure, mais plus seulement de la mesure énergétique, mais de la mesure de confort. C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de collectivités qui sont à l'aveugle sur, y compris, l'application de ces températures, qui est quand même centrale dans la performance énergétique. Une des possibilités pour ça, c'est notamment de déployer des objets connectés, par exemple, qui permettent de capter la température dans différents espaces. Mais ça doit être fait de manière très raisonnée et très pensée avec la stratégie énergétique. C'est pas de se jeter non plus à corps perdu dans le déploiement de milliers de capteurs sans vraiment savoir ce qu'on va en faire. En revanche, dans certains cas, ça peut être un vrai levier pour les énergéticiens et pour permettre de suivre les consommations et les dérives. Oui, c'est un peu important là, que tu mentionnes que de faire attention au piège de la surinstrumentation, parce qu'on peut se perdre en fait dans une instrumentation pléthorique. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire de la donnée. Donc vraiment prendre le problème de manière macro en disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'une donnée de consommation, d'une donnée de température, d'une donnée d'occupation, etc., de quelles données j'ai besoin. À partir de là, penser un plan d'instrumentation et là on optimise son investissement, on le définit de manière la plus juste possible. Plutôt, parce qu'on voit des expériences contre-productives où les gens se lancent dans l'instrumentation systématique de tous leurs départs, etc., tous leurs départs électriques, tous leurs départs en chaufferie, en disant on verra bien, au moins j'aurai les compteurs. Alors, sauf que ça coûte cher, c'est pas si facile, ça demande derrière une expertise pour tout remonter et donc régulièrement on voit des cas comme ça où finalement, alors il y a plein de compteurs qui fonctionnent plus ou moins bien, qui sont remontés plus ou moins bien, et puis derrière de toute façon les gens savent pas quoi en faire, soit ils en font plein d'indicateurs, ils sont perdus, en fait ça fait trop d'informations. Donc voilà, prendre le problème à l'envers, se dire je vais d'abord je vais récupérer l'information là et là, ça c'est des usages importants, et éventuellement dans un second temps on affinera et déployer en conséquence le plan d'instrumentation. Et on en parlait tout à l'heure des évolutions réglementaires, notamment avec toi Xavier. Beaucoup d'assujettis s'interrogent à quoi peut-on s'attendre du coup pour les bâtiments tertiaires à l'avenir et comment s'y préparer. On peut dire que donc il y avait ce virage vers la performance réelle que je mentionnais tout à l'heure qui me semble vraiment bien pris. Je crois qu'il faut vraiment se dire ça, que on va maintenant sur de l'appréciation de la mesure de performance réelle. Je sais que les acteurs qui sont impliqués dans l'évolution du dispositif C2E se posent la question d'aller vers une attestation, vers une évaluation des certificats d'économie d'énergie qui serait en fonction de la performance réelle données compteurs. Donc c'est peut-être, c'est pas encore acté, mais ce sera peut-être des choses qui seront en expérimentation dans un premier temps pour la prochaine période des C2E. C'est discuté au niveau français, c'est aussi proposé au niveau européen. Donc il y a vraiment un mouvement de ce côté-là. On peut aussi dire, en lien avec ce qu'on a évoqué, que la donnée, la qualité de la donnée devient quelque chose de vraiment sensible. Alors, je n'ai pas connaissance d'évolution réglementaire qui irait dans ce sens-là, mais en tout cas, c'est une tendance là qu'on peut, et un aspect qu'on peut pointer du doigt. On peut aussi mentionner une démarche que met en œuvre l'État français et ses établissements avec le dispositif CAP 2030, qui vise à réfléchir à la performance, ou à la future réglementation thermique 2030. Et une des composantes, alors voilà, il y a plein de pistes qui sont étudiées dans ce dispositif CAP 2030, mais en tout cas, une des composantes, c'est encore une fois la mesure de la performance réelle. Alors,
la mesure de la performance réelle, ça peut être à 2 niveaux. Il y a les performances partielles, c'est l'étanchéité à l'air, c'est la performance de l'enveloppe, c'est ce genre de choses qui contribuent à faire en sorte que globalement le bâtiment soit performant. Et puis il y a la performance d'ensemble. Donc c'est des choses sur lesquelles on va réfléchir là, dans les années à venir. Il y a des groupes de travail qui sont d'ores et déjà actifs sur ces sujets-là. Voilà, et puis en dehors des aspects réglementaires, il me semble aussi important de noter l'évolution des pratiques qu'on peut ressentir. Tout le monde certainement connaît les contrats de performance énergétique. On en entend régulièrement parler. C'est quelque part une évolution des marchés d'exploitation avec intéressement. On peut le voir comme ça d'une certaine manière. Et donc, marché d'exploitation avec intéressement ou contrat de performance énergétique, dans tous les cas, on cherche à aller vers de la performance réelle. Et on sait que les pratiques n'étaient pas toujours très... comment dire ça ? Les pratiques n'étaient pas rigoureuses. Merci, c'est ça, Xavier, exactement, le bon terme. N'étaient pas toujours rigoureuses. Et de plus en plus, je pense que tous les acteurs ont intérêt à aller vers une amélioration de ce côté-là, une amélioration des pratiques, vers des pratiques plus rigoureuses. Pourquoi ? Pour rétablir la confiance qui est clairement... entaché un côté maîtrise d'ouvrage. On a des témoignages régulièrement de ce côté-là, les maîtrises d'ouvrage qui disent « moi je suis un peu perdu ». Alors ça vient en partie de ces aspects de maîtrise de comment on calcule correctement une consommation d'énergie. Les maîtrises d'ouvrage n'ont pas une bonne vision de ça, mais ça vient aussi du fait que certains acteurs brouillent le message parce que ça range un peu avec la rigueur, justement, avec laquelle il faudrait traiter ce sujet. Oui. Et voilà, tout ça mélangé, ça fait qu'on a un beau bazar. Et ce qui est embêtant, c'est que ça crée une défiance. Et donc, ça freine un petit peu le marché, enfin, pas plus qu'un petit peu, ça freine le marché pour aller vers les investissements et les actions d'amélioration de l'efficacité énergétique qui, normalement, sont vraiment des choses gagnant-gagnant, quoi. On devrait investir avec plaisir dans ce genre d'action. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Et on pourrait intuiter qu'avec ce que demande le décret tertiaire, le contrat de performance énergétique soit le dispositif idéal, puisqu'en fait, il va vraiment... dans un côté gagnant-gagnant que tu évoques, Paul, permettre aux assujettis de se projeter vers l'atteinte des objectifs réglementaires en se sécurisant financièrement, parce que c'est évidemment l'essence de ce type de contrat. Et nous, on est encore surpris de voir que sur le marché, ça ne vient pas si vite que ça. On a nous-mêmes construit des contrats de performance avec certains acteurs, mais et je pense que c'est beaucoup lié à ce que tu dis, à cet historique qui a altéré la confiance dans ce type de contrat et qu'il faut rétablir, et beaucoup par le sujet de la transparence dans la mesure. Et peut-être, alors sans vouloir jeter un pavé dans la mare pour créer plus de complexité pour nos éditeurs, mais ce qu'on avait entendu comme idée possible d'évolution du décret tertiaire à l'époque où il est paru, c'est comment intégrer des critères plus liés à l'émission des gaz à effet de serre. Voilà, donc on parlait d'agilité et d'être prêt pour tout type d'évolution. C'est peut-être aussi, même si aujourd'hui le texte ne demande pas ça, y réfléchir et se dire que la logique de ce qui est demandé dans la baisse de l'empreinte environnementale des bâtiments, c'est aussi une logique de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, je pense qu'il y a deux composantes. Enfin, il y a clairement, on fait face à une problématique d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on pourrait concentrer l'attention là-dessus et du coup, faire tout pour que baissent les émissions de gaz à effet de serre, quelles que soient les consommations d'énergie. Malheureusement, il y a aussi, oui, pour la simplicité du problème, malheureusement, il y a aussi d'autres composantes. C'est-à-dire que les solutions qui nous permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre sont peut-être pas celles qui, alors, je sais pas, soit sont le moins chères, soit le moins polluantes au sens des polluants atmosphériques. Enfin, donc, c'est une approche multicritère. Et donc là, effectivement, les arbitrages sont pas toujours... ça complexifie le problème, c'est sûr. Dans tous les cas, je crois que pour des questions de maîtrise de ces coûts, ainsi que de réduction de l'empreinte environnementale en général, la maîtrise des consommations reste une bonne solution. Alors, est-ce que c'est 30% de baisse et je change de vecteur énergétique pour être à 80% de baisse des émissions de gaz à effet de serre, ou est-ce que c'est 80% de baisse de ces consommations d'énergie et peut-être seulement 60% en émissions de gaz à effet de serre parce que j'ai fait le choix inverse. Bon, là, effectivement, ça fait partie des zones qui ne sont pas évidentes à trancher aujourd'hui. Et ça, malheureusement, ça fait partie des latitudes qui existent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse complètement évidente à donner.
Par contre, réduire ses consommations, je crois que il y a de toute façon un enjeu là-dessus et qui se compte en plusieurs dizaines de pourcents, quoi. Donc la réponse, c'est la sobriété, qui, quels que soient les choix d'équipement ou technologiques faits, contribuera à réduire les consommations à la fois en kilowattheure et les émissions de gaz à effet de serre. Merci Paul, merci Xavier pour votre intervention aujourd'hui. Paul, est-ce que tu as des actualités sur l'APMEV que tu souhaites communiquer ou où vous suivre? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Ce que je peux dire, c'est qu'on a aujourd'hui, on communique essentiellement à travers LinkedIn, le réseau social qui nous permet de donner de l'information sur nos actualités. On est en train de développer un site internet qui sera effectif courant du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à aller voir sur votre moteur de recherche APMEV. On a diffusé un premier webinaire à la fin du mois de février, qu'on a enregistré et qui est donc réécoutable, revisionnable sur LinkedIn pour l'instant, sur le site internet bientôt, qui permet de donner les premières briques de compréhension de ce que c'est la mesure de la performance énergétique ou la mesure et vérification, puisque c'est les mêmes concepts. Hein. Et puis, on est en train de démarrer les groupes de travail au sein de l'association qui vont permettre à l'association de publier dans les mois à venir. Normalement, on a une première échéance en juin ou septembre, et puis une deuxième échéance à la fin 2024. On va sortir du coup des premiers guides opérationnels, d'une part sur les concepts, d'autre part de manière pratique, des exemples de cahiers des charges, ce genre de choses. Là, encore une fois, pour aider la filière. Pour plus d'informations sur Adviseo, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet dans le lien de la description du podcast. On espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez un sujet qui vous intéresse pour un prochain épisode, n'hésitez pas à nous en faire part. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de What's Next, le podcast de l'Energy Management by Adviseo. Au revoir. Merci. Au revoir.